Ok, bah salut les petits ananas, leçon du jour, les accessoires de sécurité. Donc on a déjà vu plusieurs choses sur le côté important, mais souvent on a des questions qui reviennent sur qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir avec nous ou pas, qu'est-ce qui est superflu et qu'est-ce qui amène vers la sécurité. Donc j'ai décidé de faire un petit cours particulier par rapport aux accessoires. Nous allons traiter d'abord du parachute. Donc le parachute ou la bouée, ça dépend comment ça s'appelle. C'est un dispositif en fait, qui va permettre notamment à se signaler en surface. Donc c'est obligatoire pour un pare-palanquet à partir du moment où il y a des autodromes. Donc plusieurs types de parachutes. Donc là vous voyez, celui-là, c'est un long fil, au bout un plomb de pêche qui va permettre de tout mettre dedans. Et ensuite, vous voyez, ça fait à peu près 1 mètre orange. On va venir le gonfler d'air par-dessous et ça va permettre de faire une réserve en surface. Donc ça c'est le type de parachute, on va dire, le plus basique, celui qu'on donne en école. Son avantage c'est qu'il n'est pas cher, son inconvénient c'est que en fait tout est juste, c'est du plastique qui est juste collé et on se rend compte quand même à l'usage que la durée de vie de ce genre d'équipement est quand même relativement limitée. Et à partir du moment où quand même c'est un élément de sécurité, donc on va s'en servir notamment pour faire les paliers de décompression et autres, ça va être un appui, ça va être quelque chose qui va nous servir vraiment, surtout dans certaines zones où il y a beaucoup de bateaux en surface pour se signaler et pour ne pas risquer un accident, et c'est quelque chose sur lequel on doit quand même pouvoir compter. Donc nous c'est vrai qu'on les utilise beaucoup en école parce que c'est les plus simples, les moins chers, ça permet d'en avoir vraiment facilement un par élève et tout ça. Sur des plongées qui sont pas trop engagées, c'est-à-dire sans palier obligatoire, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser. Mais à mon sens, à partir du moment où le niveau augmente, il va falloir passer vers un autre type de matériel qui sera quand même beaucoup plus sûr et donc du coup qui permettra de se mettre en sécurité et d'être plus visible. Donc ça, le premier type de parachute. Deuxième type de parachute, celui que je vous incite à prendre, c'est celui-là. Alors vous allez me dire c'est pareil, pas tout à fait. Gros avantage, bon déjà ils sont souvent un peu plus grands, et surtout ce qu'on va voir c'est que en fait il y a une soupape dessus. Autant l'autre parachute, si on n'est pas tout le temps en tension dessus, l'air risque de sortir, et par rapport à ça, le parachute va se dégonfler et être moins visible, alors que celui-ci, à partir du moment où on a mis de l'air dedans, il va rester toujours dessus. Ça va être comme le gilet stabilisateur, il y a le seul moyen de le vider, ce sera de passer par cette purge. Donc, premier avantage. Donc du coup, deuxième avantage, c'est que ça peut servir vraiment de bouée d'appui lorsqu'on est en surface. Si jamais on a une récupération surface un petit peu difficile ou quoi que ce soit, on peut tout à fait se mettre encore plus en dehors de l'eau en se servant de ceci. Autre avantage de ce genre d'équipement, c'est que si jamais on a un problème avec son gilet stabilisateur, il y a certaines techniques qui permettent d'utiliser ce parachute pour remonter vers la surface. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'encore une fois, ça va venir doubler notre système de sécurité. On va souvent parler aujourd'hui de redondance. Redondance, c'est doubler les moyens. Alors il faut que ce soit toujours dans le sens de la praticité et il ne faut pas se transformer en arbre de Noël parce que parfois, trop de matériel, c'est plus source de problèmes et de dangers qu'autre chose, parce que si on ne sait pas s'en servir, si on s'en mêle les pinceaux dedans, si ça vient gêner, ralentir l'utilisation normale de ce matériel-là, c'est à proscrire. Donc ça, ce parachute. Donc vous avez vu que pour le coup, je vous l'ai présenté sans rien du tout, parce que en fait, il va venir être utilisé avec ceci. Donc c'est un spool, un dévidoir. En fait, c'est tout bêtement une bobine de fil, c'est du fil d'Inema, ça c'est très résistant, ça peut prendre jusqu'à 100 kg. Et donc du coup, ce parachute qui est quand même volumineux, on va pouvoir le lancer en fonction de ce qu'on a, plusieurs dizaines de mètres. Sachant que si on veut rester en sécurité, moi mon parachute, mon fil de dévidoir fait 60 mètres, je ne vais jamais le lâcher en dessous de 30 mètres. Je prévois toujours d'avoir au moins 2 fois en fil ce qu'il y a besoin par rapport à la surface. La justification est simple, c'est que si jamais il y a du courant, par rapport à nous et par rapport à nous, hop, le fil va se mettre comme ça, et finalement, il va falloir beaucoup plus de fil pour que le parachute arrive en surface que ce qu'on est en réalité. Et si on n'en a pas assez, ce parachute va nous amener vers la surface et va nous faire remonter trop vite. Donc, ça peut être source de danger. Donc, moi, ce que je préconise, c'est 2 fois la longueur lâcher le parachute à 2 fois la longueur de son dévidoir. Donc,
avantage de ce petit outil-là, c'est que bah, ça peut permettre aussi sur certaines choses de pouvoir retrouver et de se servir comme un fil d'Ariane. Donc on l'accroche à un endroit, on va faire des points d'accroche au fur et à mesure de différents endroits. Donc par exemple pour être certain de retrouver son mouillage ou quelque chose comme ça, eh ben, on peut faire partir ceci du mouillage, amener éventuellement par exemple là une épave, on fait notre explos sur l'épave et en revenant, tac, on récupère notre dévidoir et on est certain de pouvoir retrouver l'endroit où on est parti. Donc encore une fois, c'est une question de sécurité. Donc, parachute. Autre chose par rapport au parachute, il n'y a pas encore de signalisation complètement encore universelle, mais on s'en sert pour signaler un problème. Lorsqu'on est en plongée technique, en général, on a deux parachutes, un parachute rouge et un parachute jaune. Parachute rouge, c'est un parachute qui veut dire que tout va bien. Parachute jaune, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc, on envoie les deux, et par rapport à ça, soit on a une petite plaquette sur laquelle on écrit le problème pour que la personne en surface soit capable de réagir, par exemple envoyer une deuxième réserve d'air, soit alors, lorsqu'on est en plongée, on va dire plus en club ou moins engagé, les autres parachutes, on va les garder en deux dans une main, donc deux parachutes collés complètement, et là, la personne qui est en sécurité surface enverra un bloc de secours. Donc ces deux parachutes signifieront un problème d'air qui sera pallié par la personne qui sera en sécurité surface. Donc, renseignez-vous là où vous plongez, c'est pas toujours comme ça, parfois certains endroits c'est tirer sur le parachute, le couler, donc parfois c'est juste le jaune, donc en fonction des endroits où vous plongez, renseignez-vous bien sur le protocole en cas de panne d'air sur des plongées engagées avec palier obligatoire. Ensuite, et par rapport notamment à ce petit truc-là, ce dévidoir et ce fil, eh ben, il va falloir en fait un outil coupant, parce que si jamais à un moment ou à un autre, on s'en mêle les pinceaux, eh ben, il va falloir être capable de sectionner ce fil assez rapidement. Ça c'est pour nous à La Réunion. Après, dans d'autres coins où il y a plus de filets, où il y a plus de choses, ça va être important aussi de l'avoir, parce que si jamais à un moment on a nous ou un des membres de sa palanquée qui est un peu emmêlé dans un filet, il va être nécessaire de pouvoir le libérer au plus vite. Les filets étant quand même très costauds, on ne peut pas se les faire à la main. Donc du coup, vous avez deux types d'outils. Celui qui est le plus connu, c'est le couteau. Donc essayez de bien faire la différence entre le couteau de plongée et le couteau de chasse. Voilà, la différence c'est ça, c'est que les couteaux de plongée en général sont plats au bout. C'est moins susceptible de blesser et moins susceptible d'abîmer le matériel, parce que souvent on l'a sur la stable, quand on le remet, on vient avec les aussi, mais si jamais c'est trop pointu, on va éviter de se crever la stable. Donc là, sur celui-ci, il y a un côté scie, un côté un peu plus coupant et un côté coupe-fil. Mais malgré tout, on se rend compte que ce genre d'équipement est un petit peu grand, et finalement, vu qu'il représente pas mal de points d'accroche, on peut se prendre un peu s'en mêler dans certaines choses avec ces outils. Donc, une autre chose qui est bien plus efficace à mon goût, moins impressionnante, ça fait moins gaillard d'avoir son couteau et tout ça, mais ça c'est plus efficace. C'est en fait un coup de fil, on se le met sur la stave comme ceci, vous voyez il n'y a rien qui est pris, c'est très petit, et en fait si on a besoin on enlève et c'est comme ceci. Et donc du coup on a des lames de part et d'autre, et on vient prendre le fil dedans, et l'avantage c'est que là je ne peux pas me blesser avec, je ne peux pas abîmer mon matériel, je suis tranquille. Et par contre, si jamais je dois me dépêtrer d'un filet, si jamais je dois me dépêtrer de mon dévidoir, il y a tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est comme ceci, sécurisé avec un petit scratch, parce qu'en plus comme ça on est sûr de ne pas le perdre, alors que souvent les couteaux, même si ceux-ci ont des petits fermoirs et des choses comme ça, c'est pas rare qu'au moment d'une bascule aérienne ou quoi que ce soit, ils partent, on s'en rend pas compte, et puis on se retrouve juste avec le bout. Donc on va dire quelque chose de commun à tout le matériel qu'on a, c'est qu'il faut qu'on soit sûr de pouvoir le trouver, parce qu'il n'y a rien de pire que de penser et compter sur un équipement de secours qui n'est plus là. Si on se dit c'est bon, j'ai mon couteau, et au final on n'a pas vérifié, et la plongée d'avant on l'a perdu, et là on va se retrouver finalement plus dans la panade que ce que l'on aurait été si on ne l'avait pas eu. Donc pensez bien à ça, il faut être sûr et certain de son matériel. Ensuite, petit truc en sécurité, moi je vous conseillerais d'avoir en fait un deuxième masque. J'ai toujours moi un deuxième masque dans ma poche de stable, ça peut servir pour moi, ça peut servir pour
pour un autre membre de mon palanquet. Si jamais il y a du courant, le masque nous est arraché, si jamais la sangle lâche, il peut y avoir différentes raisons qui font que on se retrouve sans masque. Et finir une plongée, surtout si on commence à avoir des paliers sans masque, c'est quand même assez stressant. Il faut être certain de la communication qu'on a avec son binôme, qui va vous dire combien de paliers il reste, qui va vous guider. Franchement, je ne vous le conseille pas. Donc, un deuxième masque, on est tranquille, même s'il prend un peu la buée parce qu'il est dans la poche et qu'on ne s'en sert pas souvent, et on est très content de l'avoir. Le jour où le sien, j'en sais rien, une vitre a pété pour je ne sais quelle raison, et qu'il est plus utilisable, mais qu'il faut quand même qu'on fasse notre plongée. Donc, en sécurité, toujours avoir un deuxième masque, au moins un par palanquet. Ensuite, vient se poser la question du deuxième ordinateur. Certains sont des inconditionnels de ça. Moi, je vais vous dire que ça dépend complètement de votre utilisation. Quand on plonge en palanquet, de toute façon, on est à plusieurs. Donc, de toute façon, à partir du moment où on dépasse 20 mètres ou qu'on est autonome, il y a plusieurs ordinateurs. Et donc, du coup, même si le vôtre tombe en rade, vous aurez toujours moyen de vous calquer sur celui de votre binôme. Et par rapport à ça, rajoutez les 3 minutes de sécurité pour être tranquille. Et là, on est serein, on est bien. Si jamais vous faites de la plongée plus technique avec des paliers qui vont être plus engagés, en effet, il se sera nécessaire de prendre un deuxième ordinateur. Donc, pour faire un petit peu simple, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est que moins de 15 minutes de palier, moins de 15 minutes de décompression, on garde un seul ordi par personne. À partir du moment où on décide de passer ça, on va passer sur 2 parce que plus les paliers vont être longs, plus il risque d'y avoir d'écart entre vous et votre binôme, et plus on va s'éloigner du côté sûr de ce... on va dire certain du résultat. Donc, deuxième ordinateur à partir de plus de 15 minutes. Après, petite chose qui va vous servir d'un point de vue confort, et pareil que je vous incite à garder dans votre stable, c'est ceci, une petite lampe de plongée. Donc, ça va permettre de pouvoir aller gratter dans les trous, regarder si on n'a pas quelque chose de sympa. Ça va permettre éventuellement de se signaler. Il y en a certaines qui vont comme ça, des côtés flash. Plein de différents types de lampes. On reviendra dessus un petit peu plus particulièrement parce que je vais faire un petit topo comme ça sur le matériel, photo, vidéo, par rapport à ça, et notamment l'éclairage, parce que la photo et l'éclairage vont revenir avec. Mais une petite lampe comme ça coûte entre 50 et 100 euros. L'avoir tout le temps dans la poche, c'est super, et ça permet vraiment de pouvoir profiter des couleurs, ça permet de profiter et chercher certaines choses qu'on ne pourrait pas forcément voir sans. Et puis éventuellement montrer quelque chose aussi à son binôme, parce que la plongée c'est également une activité où on partage, et il n'y a rien de plus frustrant de vouloir appeler, de vouloir montrer quelque chose à son binôme qui n'est pas forcément complètement alerte à ce moment-là. Donc, petit plan. Sixième item, donc tout ce qui va être réfléchissement et VHF. Ça, on y pense un petit peu moins. Donc VHF, c'est une radio, en fait. Réfléchissement, je parle d'un quelque chose qui va venir capter le soleil pour, une fois en surface, éventuellement appeler un bateau. Ça peut être un petit miroir. Certains parlent de CD aussi, mais d'utilisation, je trouve que les CD ont tendance à vraiment trop vieillir. À force de le laisser dans la stable, on met plein de trucs qui partent dans la mer. C'est plutôt à éviter. Donc, à la rigueur, essayer de trouver un petit miroir. Certains endroits où c'est vraiment pas très utile, il y a d'autres endroits où ça peut vraiment sauver des vies. Donc, si jamais, notamment, vous êtes dans des endroits où il y a vraiment des longues dérivantes, n'hésitez pas à prendre ce petit dispositif réfléchissant. Ou alors, si vous avez le budget, si vous avez les moyens, une petite radio étanche, donc qui va vous permettre de contacter soit les secours, soit le bateau avec qui vous êtes, parce que c'est pas exclu que de temps en temps, une palanquée soit un petit peu difficile à trouver par le bateau. Les gens de la palanquée voient le bateau, mais le bateau ne voit pas, donc du coup ça permet de guider en disant un peu plus sur ton bâbord, un peu plus sur ton tribord, on est à tel endroit. Ça permet d'avoir un dialogue, tout bêtement. Et donc ce côté réfléchissant, ça permet de venir aussi sur mon dernier item, c'est le contexte local. Les accessoires de sécurité vont complètement dépendre des endroits où vous allez plonger. Ce qui est vrai à La Réunion ne va pas forcément être vrai dans d'autres endroits. Certains endroits, par exemple, où il y a énormément de courant, on va vous demander de vous équiper d'un crochet en inox pour pouvoir se projeter dans la roche, pour être spectateur de la faune sans se faire complètement arracher par le courant. Nous ici, on n'a pas besoin de ça. Il y a de rares spots où on peut avoir besoin de ça, et en général, c'est quand même mieux pour nous ici, encore une fois, de venir se cacher du courant plutôt que de venir se le prendre en pleine face. Mais certains endroits, on n'a pas le choix. Donc je parlais aussi exactement pareil du dispositif réfléchissant.
Si jamais on est dans un endroit où il y a des grandes dérivantes, des grandes plongées dérivantes, et ben là on va prendre ce petit dispositif réfléchissant. Ici, encore à La Réunion, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc le mieux, c'est de vous rapprocher ensuite de votre directeur de plongée local, de votre centre de plongée local, des plongeurs locaux, savoir un petit peu qu'est-ce qui est nécessaire ou pas. Et encore une fois, vraiment, ce qui doit guider votre vision des choses, c'est qu'est-ce que je peux prendre comme équipement qui ne me nuira pas à mon évolution et qui ne me coûtera pas trop cher non plus, parce qu'il y a la notion de coût également. Hein. On ne peut pas tout doubler. Donc du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour vraiment mettre en sécurité, et est-ce que ce que je prends pour la sécurité va bien dans le sens de la sécurité et ne risque pas de compliquer les choses. C'est vraiment ça. Il y a un petit dôme qui tourne, c'est le what if, qu'est-ce qui se passe, s'il m'arrive ceci, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est à vous un peu de répondre à ces questions en fonction. Si jamais je me fais prendre dans un filet, j'ai un outil coupant, par exemple. Voilà. Et ainsi de suite. Et encore une fois, toujours en restant dans l'optique de ce qui est réalisable. On n'est pas dans le film catastrophe, et si jamais je suis pris dans un filet alors qu'un sous-marin nucléaire est en train de venir sur moi, tandis que le coronavirus est en train de venir et qu'on n'a plus de masque, et qu'il y a des requins qui tournent, et qu'il y a un poulpe mangeur de requins qui est encore autour, on va éviter ça, hein. On reste dans le plausible, le simple, de toute façon, parce que de toute façon, c'est vous et votre formation qui va faire en sorte que vous n'allez pas vous mettre dans des situations dangereuses. Si on a déjà un danger, déjà, voyant rouge qui clignote. Et on ne va pas attendre d'en avoir 25 à la suite pour réagir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit SMS ou quelque chose sur Facebook. Et puis on en parlera. J'espère que vous avez passé un bon moment et bonne journée à vous. Salut!